Le match du jour de la 3e journée, Bordeaux Racing. Karl-Heinz Foster, la rigueur défensive allemande au service de l'OM. Le match du jour de la 4e journée, Saint-Étienne PSG. Mardi, rentrée de l'équipe de France à Lausanne face aux Suisses de Daniel Jean Dupeux. L'affaire du Totonero dans le championnat d'Italie. 2 journées de championnat, la 3e et la 4e, mais seulement 31 buts, c'est peu. On les verra tous ou presque. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Vous l'avez sans doute constaté, vous l'avez compris. Un téléfoot aujourd'hui, comme toujours, très riche, un petit peu comme les pâtes. Mais avant d'attaquer, enfin certaines pâtes, avant d'attaquer le championnat de France de football et la 3e journée, Thierry, une bonne nouvelle. Oui, une bonne nouvelle. Il a effectivement fait sa rentrée. Il va mieux. La tendinite qui l'avait handicapé à l'occasion du dernier mondial n'est plus qu'un mauvais souvenir. En effet, Michel Platini est rentré sous le maillot noir et blanc de la Juve. C'était la semaine passée à Copenhague à l'occasion d'un match amical que les Italiens ont gagné par 4-1. Michel Platini prouvant que ces fameux coups de patte sont redevenus des coups de pied dans l'actualité. Je pense qu'il sera tout à fait rétabli le 11 octobre avec l'équipe de France pour affronter au Parc des Princes l'Union soviétique. Mais Michel Platini en forme et retour sur un terrain, eh bien c'est une bonne nouvelle. En revanche, Didier, ça n'en est pas une bonne. Du côté de nos amis italiens, ça ne baigne pas dans l'huile. C'est ce que va nous expliquer Cyril Sauvenière, le correspondant de TF1 à Rome. Les sentences émises dans l'affaire du Totonero en Italie n'auront pas fait que des malheureux. L'Empoli, par exemple, qui ne s'y attendait sûrement pas, s'est vu catapulté de Série B en Série A. Une surprise qui déclenche l'euphorie parmi les supporters. Mais pour une bonne surprise, justement, combien de sanctions? Pour 3 présidents de club, la commission disciplinaire a demandé une suspension de 5 ans. L'Udinese, club de Série A, est déclassé en Série B. Vicenza, club qui lui devait monter en Série A, restera en Série B. Voici quelques exemples pour ce qui concerne les clubs et leurs dirigeants. Pour les joueurs, une quinzaine pourrait être radiée, mais on ne retrouve aucun nom connu. Naples, qui longtemps avait été cité, est par contre absous de tout péché. Les décisions prises ne sont pourtant pas du goût des tifosi, qui pensent que l'on a eu la main un peu lourde, notamment pour la Lazio, le 2e club romain. C'est vachement injuste, surtout pour la Lazio. Qu'est-ce que vous pensez des sentences? C'est tout du vol. Pas seulement le Totonero, tout le foot, c'est plus du sport. Plusieurs grosses sociétés qui auraient dû être punies s'en sont sorties. Mais il n'y a pas de quoi s'étonner, ce n'est pas la première fois. Pour le président de la commission disciplinaire, l'avocat Francesco D'Alessio, qui avait déjà officié en 1980, dans le scandale qui, souvenez-vous, éclaboussa des joueurs comme Paolo Rossi, cette affaire est bien plus grave, parce que ses connexions sont plus vastes et les moyens de répression quasiment nuls. Ce scandale est plus grave parce qu'il surprend une nouvelle fois, sans alibi, l'État italien. En 1980, la fraude sportive n'était pas prévue dans le code pénal, et on est toujours au même point. Le vide juridique n'est pourtant pas près d'être comblé, la porte est donc encore large ouverte au scandale. Et puis le championnat d'Italie reprendra en septembre. Alors peut-être des magouilles en vue avec ce fameux Paris, ces paris clandestins. On revient au championnat de France de football et Téléfoot New Look. Là encore, on va vous faire une petite surprise. On remercie au passage Monsieur Bernardin, le big boss du Crazy Horse, qui a mis à notre disposition, Thierry, ce qui se fait de mieux quand même. Ah oui, les belles du Crazy, elles seront avec nous dans Téléfoot pour le match du jour que vous présente maintenant Frédéric Jaillant, donc avec les belles du Crazy Foot, avec de très jolis maillots de football. Vous allez voir avec Frédéric. Habituellement, le stade municipal de Bordeaux peut contenir près de 35 000 spectateurs. Pour ce match contre le Racing, il n'était que 21 000 et pourtant la rencontre s'est jouée à guichet fermé. L'explication est simple, si la contenance en ce début de championnat est volontairement limitée, c'est tout simplement pour cause de travaux. Le stade sera fini le 15 décembre, donc nous aurons un stade de 50 000 places à peu près.
Mais je dois dire que je suis stupéfait de la rapidité des travaux parce que le dernier match fini, c'est-à-dire à avril 86, il n'y avait rien de fait. Comme le stade, le vaste complexe où s'entraînent les joueurs appartient à la ville de Bordeaux. Plusieurs hectares de terrain, un château où sont notamment aménagés les vestiaires, et là aussi d'importants projets. Le président a un grand projet, c'est surtout faire un grand parc d'entraînement avec la construction et le renouvellement du château avec des nouveaux vestiaires, un restaurant, un centre d'hébergement et puis notre centre de formation qui habitera constamment ici et puis aussi la Ligue d'Aquitaine qui viendra s'installer près de nous avec aussi beaucoup de terrain. Donc vous voyez le regroupement de toute l'élite du football d'Aquitaine sur cette plaine de jeu. Coût de ces investissements, 90 millions de francs pour l'aménagement du stade et 50 millions pour celui du centre d'entraînement. Enfin, dernière partie de l'édifice, le siège du club. Il est situé en ville, à Bordeaux. Une quinzaine de personnes y sont employées à plein temps. Évidemment, toutes ces installations et surtout les projets qui s'y rapportent reflètent les ambitions du club. Reste à les confirmer en cours de match. Et face au Racing, tout s'est bien passé pour Bordeaux. Victoire 2-0 à l'issue d'une rencontre marquée par l'expulsion de Fernandez. En début de partie, le joueur parisien pourtant avait été applaudi. Fernandez est signalé hors jeu, il ne râle pas. Un petit signe vers le juge de touche, le ballon pour Vujovic. Le public apprécie. Un peu plus tard, un choc avec René Girard, pas un mot et même une petite tape aux joueurs bordelais. Fernandez est partout, en attaque et en défense, un super match, mais tout se complique après 38 minutes de jeu. Penalty pour Bordeaux, Fernandez n'apprécie pas, il conteste, il est à gauche de l'écran et s'adresse à M. Vautreau, qui lui avait déjà fait une remontrance et d'un carton jaune. La deuxième période à présent, 70 minutes de jeu, et voici l'action qui vaut aux joueurs parisiens d'être expulsés. Quatre jours auparavant, au Parc des Princes et contre Le Havre, il avait déjà reçu un carton jaune. Mais revenons au jeu, aux buts et aux occasions. La première fut bordelaise, cette tête de Zlatko Vujovic passe bien près des buts d'Olmeta. Un peu plus tard, 25e minute, le Racing encaisse même un but, mais il est normalement refusé. Sur le centre de Specht, deux Bordelais sont hors jeu, dont Jean-Marc Ferreri au deuxième plan. Belle reprise, mais fausse joie. Ferreri, on le retrouve cependant quelques minutes plus tard. Il est ici poursuivi par Thierry Tussaud. Même avec le ralenti, difficile de se faire une idée. En tout cas, c'est donc le pénalty. Et par la même occasion, le premier but en championnat pour Zlatko Vujovic. 1-0 pour Bordeaux, c'est le score à la mi-temps. Mais en début de deuxième période, changement de décor. Le Racing domine, Bordeaux joue en contre. Et si Olmeta doit sortir, c'est Dropsy qui est le plus sollicité. En 5 minutes, le Racing a 3 fois l'occasion d'égaliser par Rumpierrez, par Lidbarski, puis de nouveau par Rumpierrez. Mais 1 minute seulement après ce dernier tir, c'est Bordeaux qui parvient à marquer. La contre-attaque est menée par Vercruis, un relais avec Ferreri, de nouveau Vercruis et 2-0 pour Bordeaux. Un peu plus tard, Fernandez sera expulsé. Le score, lui, ne changera plus. Oh, I'm Popeye the Sailor Man. I'm Popeye the Sailor Man. À mon avis, je pense que vous pourriez choisir Philippe Vercruis comme l'homme du match. Vujovic, Zlatko Vujovic. Pour moi. Ah, Francesco Di, j'ai trouvé qu'il a des grosses qualités. Et j'ai besoin de réfléchir pour le désigner. On se revoit tout à l'heure? Ok. Je te raterai pas, hein, tout à l'heure? Oui, ok. Philippe Vercruis. L'homme du match. Je pense que c'est Philippe Vercruis. Alors Gernot, vous avez eu le temps de réfléchir, votre réponse? Oui, j'ai réfléchi. Ma réponse, après réflexion, c'est Jean Tigran. Philippe Vercruis? Je pense Philippe Vercruis, je crois qu'il a un petit peu rayonné sur ce match et il vaut mieux faire un reportage sur lui. Effectivement, car c'est donc lui, Vercruis, qui a recueilli le plus de suffrages. 24 ans, international, milieu de terrain. Il jouait l'année dernière à Lens. À Bordeaux, il porte le numéro 10. Autrement dit, il a pris la succession d'Alain Giresse.
Une tâche difficile, mais qu'il a l'autre soir parfaitement assumée, témoin ce deuxième but. Philippe Vercruis en est à l'origine et à la conclusion. Sur ce but, c'est le soutien de Ferreri que Vercruis a rencontré. Mais en fait, ce sont tous les joueurs bordelais qui ont réussi un match remarquable. Exemple, les frères Vujovic. Ici, Zlatko donne à Zoran. Et ce qui est frappant sur le terrain l'est encore davantage en dehors. Ces jumeaux se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Bref, tout comme les Dupont et Dupont sont mêlés aux aventures de Tintin, les Vujovic et Vujovic participent désormais à celle des Girondins. Je suis Zlatko, oui, Zoran. Je suis Zoran, oui, Zlatko. Vous vous trompez une fois sur deux, et c'est radical. C'est un duo vraiment explosif. Je dirais même plus, il est Zoran, il est Zlatko. Nous allons voir maintenant les autres buts de cette troisième journée, en commençant par ce qui a été l'exploit du leader du moment, c'est-à-dire Brest en Lorraine. Brest au stade Marcel Picot, Brest qui affrontait Nancy sur son terrain. Ah, il manque un petit C peut-être à Bucher, mais ça n'est pas grave. Les voici donc les Brestois. 65e minute, coup franc de Julio César, mal maîtrisé par Matriciano. Vincent Guérin reprend et 1-0 pour Brest. On joue depuis 65 minutes et il est content, Vincent. 6 minutes plus tard, 71e minute, à la limite du hors-jeu, Gérard Bucher, qui est accompagné de Marini, marque d'un tir croisé, à moins que ce soit Marini qui catapulte la balle au fond des filets. Toujours est-il que Brest mène par 2-0. 74e minute, c'est-à-dire 9 minutes après le premier but, le but du match, centre de Marini, volée de Bucher et 3-0. Du grand art. Et enfin, à 4 minutes de la fin, pour faire bonne mesure, Yvon Pouliken inscrit un 4e but, Brest bat Nancy 4-0. C'est peut-être dur pour les Lorrains, mais Brest a fait impression. Marseille-Toulouse, seulement 2-1 pour les Marseillais. Pas si évident que cela finalement ce match. Et toujours beaucoup de spectateurs au stade de Vélodrome. 0-0 à la mi-temps, coup franc de Sliskovic et but de Kuben à la 57e minute dans l'ambiance que vous devinez. Et puis un peu plus tard, 12 minutes plus tard, toujours Sliskovic. Très rapide quand il est en possession du ballon. Il est fauché dans la surface. C'est un pénalty réussi par Jean-Pierre Papin, les deux mêmes buteurs que lors du match contre Monaco au stade Vélodrome. Papin, Kuben et puis Tarantini sauve l'honneur à la 75e minute. Un joli coup franc, mais nous en resterons là. L'OM l'a emporté 2-1. Malgré toutes les ponctions dont Nantes est victime année après année, les Canaries sont toujours là, ainsi à la Beaujoire l'autre jour. 54e minute, une action Burruchaga, Olarti, Coetchea. Amitrano en panique, la défense niçoise aussi, une main de Jocelyn Rico, pénalty dit Monsieur Bouillet, pénalty que va transformer Pierre Maurice, 1-0, Nantes est toujours invaincu. Et Rennes réussit bien sur sa pelouse, sur cette même pelouse. Ils avaient battu les Rennais, le Racing Club de Paris 1-0, là ils ont fait mieux, 2-0 contre Toulon. Le premier but est marqué par Relmi à la 37e minute, 1-0 à la mi-temps. Un but par mi-temps, puisque nous sommes maintenant en deuxième période, vous l'avez compris, centre de Guy Lacombe. Et Relmi qui a marqué donne du bout du pied à Dagneau qui marque du bout du pied. C'est toute une affaire, de bout de pied, 2-0 pour Rennes. 3 matchs pour Lens, 3 matchs nuls et tous les 3, un but partout. Ainsi, l'autre jour, au stade Bollaert, Lens recevait Auxerre, 12e minute, centre de Burksa. Sgunzinski pour Géraldès. Huard repousse, Géraldès toujours là et 1-0 pour les visiteurs, c'est-à-dire pour l'AJ Auxerre. L'AJ Auxerre qui ne sera pas loin de doubler la mise. Mais à la 26e minute, sur un centre de Krausik, Chérif Foudjani, qui marque beaucoup de buts depuis qu'il est revenu à Lens, égalise. Un but partout entre Lens et Auxerre. Monaco-Laval, toujours pas de succès pour Monaco. Et encore un point de perdu par les hommes de Kovac à domicile.
Victoire précieuse du Havre sur Saint-Étienne, 1-0, un seul petit but, pas d'avertissement comme lors de la rencontre Nantes-Nice d'ailleurs. C'est bien, c'est rare, des matchs sans avertissement. Centre de Vido, tête de Lorenz, but de Vizek. Le Havre l'emporte 1-0, tout comme, alors qu'on se refait un petit plaisir, Sochaux contre Lille, mais là nous n'avons pas les images du but. Par contre nous avons tout, les avertissements, les spectateurs, l'arbitre, il manque le buteur, un coup de baguette magique et le voici, c'est Colin. Depuis le début de la saison, il y a des loges au Parc des Princes. Loges climatisées, téléphone direct, service vidéo, de luxueux fauteuils club, boissons, petits fours, ambiance feutrée. Tout ce qu'il faut au PDG pour accueillir ses clients et amis. Le tout à 50 000 francs le fauteuil, mais pour toute la saison, Coupe d'Europe et Coupe de France comprises. Vous pourrez y voir par exemple Jules Bocandé contre ses anciens amis du Football Club de Metz. Aucun but pour le PSG. Aucun but pour Metz, 0-0. C'est le premier point perdu depuis le début de la saison par les champions. On arrête, Didier, le championnat un petit peu pour cause de football international. C'est vrai, avec la rencontre donc France-Suisse mardi prochain à Lausanne. Alors une petite rubrique, une nouvelle rubrique plus exactement dans Téléfoot, Météo Foot. Nous allons prendre avec Bernard Renaud la température du football suisse et puis tout d'abord du football français. Météo Foot, c'est parti donc. D'abord l'équipe de France, ensuite on ira voir Daniel Jean Dupeux. Eh bien, tout devrait bien se passer cette année pour le match France-Suisse. On prévoit du soleil sur l'ensemble de la France avec quelques brumes toutefois en raison de l'absence de grandes stars. À signaler aussi quelques éclaircies sur la Suisse alors que jusqu'à présent la tendance était plutôt orageuse. Eh bien, le soleil brille sur le drapeau français. C'est vrai que les jeunes ont prouvé lors du récent match qu'ils pouvaient prendre la relève lors du dernier match contre la Belgique. Donc Henri Michel a le sourire. C'était hier soir à Jouy-en-Josas entre 19 et 21h. Tout le monde arrivait, chacun son tour, un peu par ses propres moyens. Bruno Martini a pris le train par exemple pour Auxerre, ensuite un taxi. Et on accueille Basile Boli, le petit dernier. Et quand on regarde un petit peu la composition de l'équipe d'Henri Michel, on constate que Fernandez, donc absent avec l'arrêt forfait, il est remplacé par Poulain, Bucher-Boli, les deux petits derniers. Mais Tigana n'est toujours pas là, il y a encore certains problèmes à régler. Il prendra cette décision plus tard. Problème d'entente avec certaines personnes, problème financier, problème de publicité, problème de... Non, pas de problème avec l'équipe, ni l'entraîneur. Je crois qu'il y a un très bon groupe. C'était le meilleur groupe auquel j'ai eu la chance de participer jusqu'à maintenant. Plutôt problème d'environnement extérieur alors. Rien à dire. Et réponse dans 15 jours. Voilà, définitive, oui. 15 jours, ça me donnera un peu plus de recul pour pouvoir prendre une décision aussi importante. Platini, lui aussi, n'a pas donné son accord pour la suite. Je ne l'ai pas rencontré personnellement et de visu, mais je sais que Michel a l'intention de continuer. Je pense que je suis bien informé et je pense qu'il continuera jusqu'au championnat d'Europe en Allemagne. Les deux petits derniers, donc Gérard Bucher, l'avant-centre de Brest, sélectionné à 2 reprises, mais jamais sélectionné. En grande confiance actuellement, la réussite de Stopira et Papin lors du dernier mondial lui a peut-être donné quelques idées. Vous avez le sentiment d'en être capable et de vous faire découvrir comme eux l'ont fait à l'occasion de cette épreuve? Oui, j'ai le sentiment que je peux peut-être faire comme eux. Maintenant, il faut voir sur le terrain. Je ne peux pas m'avancer. Je ne sais pas comment ça joue vraiment à ce niveau, donc j'espère. Bonjour madame. Et puis notre Basile national, première présélection, mais on peut vous l'annoncer, première sélection. C'est sûr et certain, on nous l'a dit. C'est certain que si j'ai appelé Basile Boli qui a occupé le poste de stopper pendant 3 ans avec les espoirs, et bien aujourd'hui, même s'il joue libéraux, je pense qu'il n'a pas perdu les automatismes. Je pense en plus qu'il a les qualités pour le faire. Alors je crois que Basile, s'il n'y a pas de problème d'ici là, débutera le match. Vous savez que vous allez jouer titulaire en Suisse? Pour l'instant, je sais pas. Le fait d'être dans les 16 déjà, c'est une bonne chose pour moi. Je pense que c'est quand même un premier pas d'effet. Moi, je vous le dis que vous allez jouer. Je le sais. C'est bien. Basile, toujours aussi drôle, pas le genre à prendre la grosse tête, même s'il fera prochainement donc sa première sélection. Et puis cette première journée de star, c'est le moment de se détendre, de se retrouver un petit peu. Yannick Stopira, ici à gauche, toulousain, discute avec Domergue, ex-toulousain. On discute un petit peu de Bordeaux. Ferry Vercruis, sont-ils bien adaptés?
après le petit repas et puis on chambre. Là, Papin explique à Martigny comment avec l'OM il va marquer son but contre Auxerre. Et puis Henri-Émile et Henri-Michel, les deux Henri, inséparables. Entraînement ce matin, cet après-midi, départ 16h pour la Suisse. Boudry, Suisse, son église, son château. Son lac, entre parenthèses, celui de Neuchâtel. Au fond à gauche, son asile psychiatrique. Au fond à droite, son centre d'accueil pour alcooliques. Au centre, un peu coincé dans ce triangle inquiétant, Daniel Jean Dupeux. C'est l'endroit idéal pour un sélectionneur, entraîneur-sélectionneur de l'équipe suisse, puisque des 5 derniers entraîneurs de l'équipe suisse, il n'y en a pas un qui a un club à l'heure actuelle. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont été dépressifs. Le stress, Jean Dupeux connaît pas. 37 ans, décontracté, des idées plein la tête, des opinions bien tranchées. Bref, quelqu'un qui sait où il va et surtout de quoi il parle, calmement. Je crois que l'équipe suisse est au niveau qu'elle doit être. C'est-à-dire qu'elle est à peu près moyenne. Et que vu la grandeur du pays, les problèmes linguistiques, les footballs différents, je crois que depuis quelques années, l'équipe suisse fait des bons résultats par rapport à son niveau. Et puis, je crois qu'il y a un gros problème chez vous, c'est qu'en Suisse, il y a une partie où on est influencé par le football allemand, de l'autre par le football italien et de l'autre par le football français. Alors comment faites-vous, pour former un tout, une équipe suisse, quoi? C'est le grand problème du football suisse, puisque les Suisses alémaniques regardent comment le football se joue en Allemagne, et les Suisses alémaniques sont quand même majorité en Suisse, donc quand on prend l'équipe d'Allemagne au mondial et l'équipe de France qui fait plutôt rêver les Suisses français, c'est sûr qu'il est difficile de faire une amalgame. Il y a d'un côté des joueurs qui aimeraient jouer de façon technique, créative, et d'autres qui sont plus par leur éducation, par leur intérêt porté par le football de combat, un football engagé. Donc il est difficile pour un entraîneur national de trouver une unité, de trouver un style. Une petite gorgée, le temps de réfléchir, tiens, ce style. Et si on en parlait un petit peu? Jusqu'à maintenant, on ne l'a pas vraiment trouvé, mais qui sera forcément à base d'un football allemand pour qu'il y ait une identification avec le public et pour qu'on puisse bien travailler. Je crois que c'est possible, si on est suisse-français, de prôner un football allemand, et puisqu'on en fait partie de la minorité, on ne froisse personne. Vous donnez combien de temps pour réussir? Disons que si c'est pour devenir champion du monde, j'aurai sûrement une barbe blanche avant qu'on devienne champion du monde, mais pour faire des résultats, je pense qu'il faut se fixer 2 ans pour essayer de se qualifier à championnat du monde. L'équipe suisse a fait 3 points contre le Danemark, qui était quand même une des belles équipes du mondial. Sur un match, on peut faire quelque chose contre la France, on peut même gagner, pourtant dans un stade de Lausanne qui statistiquement n'est pas favorable. C'est pas un petit peu comme l'équipe de Suisse, ça, au-dessus de vos forces, non? Bon, j'espère bien que non, mais on peut toujours essayer de la soulever quand même. Ça doit faire mal, hein. Il était plus adroit sur un terrain Daniel Jean Dupeux, en tout cas toujours aussi lucide et sympathique. Thierry, maintenant je crois qu'on peut enclencher sur la 4e journée, et puis les belles du Grésy, car il y a le match du jour. Oui, le match du jour, c'est donc un match que vont nous faire vivre Philippe Huy et Yves Kupferminck. C'est la rencontre Saint-Étienne-PSG, vendredi à Geoffroy Guichard. Un album photo, un palmarès prestigieux et pour finir un match qui met un terme à une longue agonie. Ce jour-là, 2 mai 84, les Verts jouaient leur dernier match en Division 1 contre Laval. Dur pour le club, mais aussi pour les supporters. Ils ont connu le passé glorieux, mais je crois que maintenant la page est tournée, il y a une autre équipe, un autre président, il y a une génération qui est arrivée, et j'espère que les gens comprendront que ça va être difficile, que c'est une équipe qui vient de monter en première division et qu'il faut leur laisser le temps pour s'y adapter surtout. Et pour ce match de gala contre le PSG, Geoffroy Guichard est redevenu le chaudron vert, ce qui n'empêche pas les supporters de rester lucides. Vous n'avez pas la nostalgie de la grande époque de Saint-Étienne? Un petit peu aussi, beaucoup même. Mais à cette époque, on était trop jeunes, on n'y allait pas. Mais on suivait la télé, ça marque quand même. Et vous plaît cette équipe de Saint-Étienne? C'est un peu jeune, hein.
pensez qu'elle est plus compétitive que celle de 84 qui était descendue? Ah non, non, non. Elle est moins bonne? Il manque un peu l'amalgame. Ça va pas être facile. Et si les résultats ne sont pas bons, vous continuerez à venir? Bien sûr, même en 3e division, on vient de Chambéry, nous on viendra quand même. Vous le voyez, les joueurs bénéficient déjà de l'indulgence du public. C'est bien et c'est normal, car dans ce championnat où quelques équipes ont beaucoup investi, Saint-Étienne a choisi la voie de la sagesse. Le staff des Verts n'a pas recruté des superstars, mais plutôt des bons professionnels chargés d'encadrer les jeunes issus du centre de formation. On repart avec une équipe beaucoup plus jeune, l'équipe qui a débuté, qui a fait les 2 saisons en 2e division. Vous pensez qu'elle est compétitive? Ben, j'espère qu'on ne va pas faire l'ascenseur, c'est la crainte de toutes les équipes qui remontent. Bon, les 3 premiers matchs de championnat, ça a été assez moyen, mais je crois qu'on s'améliore au fil des matchs. Et vous ne croyez pas que vous allez avoir à lutter pour éviter la relégation? Ben non, je crois pas, disons que c'est peut-être le tournant, ça sera peut-être ce soir. Si on fait un bon match, on pourra partir sur de bonnes bases, et à partir de là, pourquoi pas finir dans les 10 premiers. Beau monde et 27 000 spectateurs pour la venue du champion de France dans le Forez. On attendait au moins 10 000 de plus. En tout cas, ceux qui sont là ne l'ont pas regretté puisqu'ils ont assisté à l'un des plus beaux débuts de match de l'AS Saint-Étienne dans son antre de Geoffroy Guichard. D'entrée de jeu, les Verts bousculent le PSG et sur ce corner de Daniel, Crimo tire sur le poteau. S'ensuit un énorme cafouillage d'Oujaï Dimitrov pour glisser le ballon sous Joël Batz. On joue depuis moins de 5 minutes et Saint-Étienne mène 1-0. Sans le moindre complexe, les Verts effectuent à l'image de Robert Jacques un pressing sur le porteur du ballon et c'est presque un miracle si 2 minutes après le but de Dimitrov, Robert Jacques n'en marque pas un deuxième. Survoltés, les jeunes Verts attaquent sous tous les angles avec aux commandes l'ancien Méry Crimo à 31 ans, plus insaisissable que jamais. C'est lui qui dirige la manœuvre, c'est lui qui donne ici le ballon pour Slavkov dont le tir superbe s'écrase sur la transversale de Joël Batz. Moins de 10 minutes de jeu et avec un peu plus de réussite, Saint-Étienne pourrait déjà mener 2 ou 3-0. Et ce n'est pas fini puisque sur ce nouveau corner, Batz détourne une tête de Dimitrov sur sa transversale. Inquiet, le Paris Saint-Germain s'organise peu à peu, mais éprouve encore les pires difficultés à maîtriser une équipe stéphanoise euphorique qui réussit tout ce qu'elle entreprend ou presque. Et à la 20e minute, il faut une intervention bien suspecte de Janol pour stopper Robert Jacques. Pas content du tout Jacques, et il a un peu raison car il y avait sans doute pénalty. Beaucoup d'occasions, mais à l'arrivée, un seul but d'avance pour Saint-Étienne qui ne pouvait pas tenir 90 minutes à ce rythme. Normal donc en fin de première période, on ait vu réapparaître l'équipe parisienne avec cette superbe occasion de Jules Bocandé. 1-0 à la mi-temps pour Saint-Étienne et en deuxième période, changement de joueur avec l'entrée de Lovitz et changement de décor avec des Parisiens plus entreprenants à l'image de Poulain, auteur d'une superbe reprise de volée repoussée par Le Maçon. Mais les champions de France ne sont pas dans un bon jour, certes ils ont des occasions, mais quel gâchis devant les buts, même Jules Bocandé n'en revient pas. Pour les Verts, il faut tenir et profiter de quelques contres pour essayer de se mettre définitivement à l'abri. Mais rien n'y fera et jusqu'au bout, Saint-Étienne restera à la merci d'un coup de patte de Suzik, d'un coup de tête de Bocandé. Coups de tête qui n'auront pas lieu et le PSG concède donc sa première défaite de la saison. Oh, I'm Popeye the Sailor Man. I'm Popeye the Sailor Man. L'homme du match est assez peu connu en France pour la simple et bonne raison qu'il vient tout juste d'arriver dans notre championnat. Il s'agit du Bulgare Georgi Dimitrov, l'auteur du but de la victoire stéphanoise. Capitaine de la sélection bulgare lors du dernier mondial, Dimitrov aurait même pu réaliser un doublé si Joël Batz n'était pas intervenu sur cette action. Pas mal pour un libéro. Confronté à quelques problèmes de langue, mais avec ses mains on peut tout dire, ce garçon de 27 ans qui a porté 67 fois le maillot de l'équipe de Bulgarie est devenu en l'espace d'un mois le patron de la défense de Saint-Étienne, où ses tacles et son jeu de tête font déjà merveille. L'intégration se fait quand même assez rapidement, puisqu'aujourd'hui, Georgi Dimitrov a été l'homme du match. Dimitrov a été bien aujourd'hui, mais comme je le connais, il est capable de faire encore beaucoup mieux.
À Saint-Étienne, on attend donc beaucoup de Dimitrov, mais aussi de l'autre Bulgare, Slavkov, même s'il a été malheureux sur cette frappe. Slavkov, c'était d'abord un tireur d'élite, et puis un meneur de jeu extraordinaire, c'est ce qui nous manquait. Lui aussi a eu des petits pépins depuis qu'il est à Saint-Étienne, mais enfin, tout ça va rentrer dans l'ordre, et ces deux garçons vont faire une carrière, j'en suis convaincu, extraordinaire chez les Verts. Autre nouveau qui risque de faire carrière, François Lemasson. Pour l'instant, il n'est que le suppléant de Castaneda, mais il ne se satisfera probablement pas de ce rôle. Pascal François, ses qualités à lui se lisent sur son visage. Souzik ne s'est pas amusé, merci quand même. En venant à Saint-Étienne, Robert Jacques a fait le bon choix. Il est sûr aussi de jouer davantage que s'il était resté au Paris Saint-Germain. En plus, son arrivée, comme celle de Méric Grimaud, est précieuse dans ce club qui renaît en première division. À mon avis, ce que j'essaie d'apporter ici, c'est un équilibre, mais en même temps, faire confiance à ces jeunes qu'ils ont des qualités et qu'ils essayent de faire le maximum comme ce soir. Encore de belles heures donc pour les supporters des Verts et aussi du travail pour les Bleus. Allez les Verts, donc vous avez sans doute constaté, je crois, depuis le début de ce téléfoot que nous avons un petit problème d'incrustation. Il n'y a pas le nom chaque fois que quelqu'un est interviewé. Là, je suppose que dans le début du reportage, vous avez reconnu tour à tour Grimaud, Jean-François Daniel, Patrice Ferry. Ensuite, c'était Pierre Garronner. En général, ce sont des vedettes, donc je ne pense pas que cela posera des gros problèmes. Thierry, tout a un début. Nous avons été stagiaires. Nous aussi, à une époque, nous avons fait notre premier commentaire. On tremblait un petit peu comme une feuille. Eh bien, le premier commentaire dans Téléfoot de Martin Zara. Vous allez y avoir droit et vous allez comprendre rapidement qu'il a déjà compris les subtilités du montage, ça c'est une première chose, et qu'il a beaucoup d'avenir devant lui. Il va nous commenter le match Laval-Toulouse, donc avec Martin Zara, une première. Laval-Toulouse. Toutes les équipes ont leur vedette et Laval n'a pas dérogé à la règle en accueillant Richard Ovubokiri, Ricky pour les intimes, un Nigérian qui a fait les beaux jours de Vitória de Bahia. Il a terminé en effet la seconde place du classement des buteurs au Brésil et surtout 4e sportif de l'année. Discret pour le moment, Ricky avoue encore avoir besoin de temps pour s'acclimater. Pour le moment, c'est vrai, j'ai un petit peu de mal à m'acclimater. J'ai besoin de temps car je rencontre encore certaines difficultés. C'est vrai, mais c'est normal. Mais dans moins de 2 mois, tout ira bien. Du temps, Ricky n'en a pas perdu. Vendredi, première minute, centre de la Montagne, reprise de la tête qui inquiète Luc. 0-0 le match des occasions manquées par Toulouse. Tout d'abord, long service de Tarantini. Gérald de Passy récupère, lance Stopira, mais l'avant-centre international du TFC croise trop son tir. Très nette occasion pour Laval peu avant le repos, toujours de la Montagne au départ, et Ricky à l'arrivée, mais la reprise de ce dernier frôle la barre du gardien toulousain. Pressing des Lavallois dès la reprise, coup franc tiré par de la Montagne qui cherche la tête de Youm, mais superbe arrêt de Huck. Sur le corner qui suit, c'est au tour de Paillard d'inquiéter le remplaçant de Philippe Bergerot, excellent tout au long de la rencontre. Réaction toulousaine vers l'heure de jeu, Bellus qui a remplacé Passy s'échappe sur l'aile gauche, son centre-tir est tout près de tromper Godard, un peu trop avancé. Les Toulousains profitent d'un mauvais renvoi de la défense lavalloise. Marsico récupère et repique au centre, trouve Ruti en position d'avant-centre, mais le stopper du TFC enlève un peu trop sa balle. Laval à l'attaque dans les dernières minutes, centre de la Montagne, cafouillage et Youm ne peut pas profiter de la situation. Huck repousse du pied. Enfin, la dernière occasion sera toulousaine. Marsico passe en revue un joueur, 2 joueurs, mais Sokal commet une faute sur l'Argentin. Un coup franc que Marsico tirera lui-même des 35 mètres, mais Godard est à la parade. Au final, match nul 0-0 logique entre Laval et Toulouse. Jacques Santini plaide lui pour la fatigue accumulée en 10 jours. Déjà ce soir, j'avais essayé de mettre un peu plus de fraîcheur par rapport à l'équipe qui avait débuté le championnat. Mais je pense que 2 matchs en une semaine, ce n'est pas trop pour des professionnels, mais 4 en 10 jours avec la chaleur, en plus, ça commence à compter. Fatigués, les joueurs l'étaient assurément, mais Laval a déçu ses supporters. Le club cher à Michel le Millénaire n'a toujours pas remporté la moindre victoire. On a 3 points, on aura peut-être l'occasion nous aussi de remporter la victoire à un moment ou l'autre. Et à ce moment-là, on se retrouvera, je crois, au milieu de tableau, ce qui situe à peu près notre niveau.
Mais pour cela, il faudra encore éviter certaines maladresses. Le tandem Youm-Ricky n'a pas encore trouvé ses marques. Un seul but en 4 matchs, c'est peu, vraiment trop peu. Ricky nous doit une revanche. La nouvelle coqueluche du stade de Francis-le-Basser nous a posé un lapin. Mais ses supporters et ses partenaires attendent encore beaucoup de lui. Les incrustes, c'est magique, vous avez vu, il suffisait que Didier en parle, boum, elle remarche. Bien, ceux qui ne sont pas en vacances, il y en a quand même quelques-uns et qui sont restés à Paris et qui aiment le football, eh bien, ils se sont rendus au parc ce vendredi soir. Il faisait bon, il faisait doux, il y avait du beau monde sur la pelouse, plusieurs centaines de millions et de très beaux joueurs. Didier va nous les présenter. C'est la piste aux étoiles, c'est toute mon enfance, Gilles Margaritis et compagnie, Solange Peter qui était assistante. Et regardez, sur fond jaune, ce sont tous les joueurs qui ont participé au dernier mondial. Et puis on rajoute Bell ou Olmeta dans les buts, et puis Domergue arrière droit. Et vous avez sans doute ce qui se fait de mieux en France. Ça serait la meilleure équipe possible. Une équipe comme ça, elle serait championne de France à n'en point douter. Ils sont alignés pour nous. Alors vous voyez Bell et Olmeta, donc dans les buts. C'est selon en défense, Forster, Bossis au centre, à gauche Tussaud, à droite Domergue. Milieu de terrain, Giresse, Francescoli, Ben Mabrouk, Fernandez, donc qui ne jouera pas car il est suspendu. Et puis en attaque, Lidberski et Jean-Pierre Papin. Ils ont le sourire vraiment pluie d'étoiles sur le parc. Et puis le sourire aussi pour Bernard Tapie et Jean-Luc Lagardère, chacun de son côté. Ils sont serrés la pince. Ensuite, on serre la main à Jean Sadoul et à Fernand Sastre, le dernier président. Donc le score est maintenant avec vous, Thierry. Tout ce qui s'est passé. Une affaire de coup franc pour commencer. Faute de Ben Mabrouk sur Brisson. Ça va venir. Voilà. Et coup de sifflet de M. Biguet. Coup franc. Boum! La transversale, Olmeta est battue. On joue depuis 60 secondes. Et puis ça continue. Une équipe de l'Olympique de Marseille qui enchante 40 000 spectateurs présents au parc. Une nouvelle faute de Ben Mabrouk sur Sliskovic. Nouveau coup franc. Et Olmeta, cette fois-ci, s'interpose. Encore un coup franc. Les Parisiens en sont réduits à commettre des fautes. Ils ne savent pas comment arrêter une équipe de l'Olympique de Marseille virevoltante. Giresse Domergue. Et encore une fois, très difficilement, Olmeta écarte le danger. Grosse faute là de Olmeta qui est obligé de faucher Jean-Pierre Papin. Carton jaune, c'est bien normal. On a un petit peu peur pour Papin, mais il se relèvera et fera un grand match. Comme tous les joueurs de Marseille, la balle rive sur le sommet de la transversale. Décidément, les Marseillais ne sont pas vernis. Toujours 0-0, alors qu'ils pourraient mener 2 ou 3-0. À cela qu'opposent les Parisiens, eh bien ma foi, pas grand-chose, sinon cette percée du grand Max. Heureusement qu'il était là l'autre soir, Max, au centre de la défense des Parisiens. Sinon, l'affaire aurait été certainement plus lourde, plus chaude. Bref, les Parisiens sont dans un mauvais jour, l'Olympique de Marseille dans un bon, mais la mi-temps 0-0. Heureusement, dès le début de la deuxième période, sur une remarquable action, Blaž Sliskovic efface Bossis et d'un tir croisé trompe Olmeta, but superbe qui sera du reste le seul de la rencontre. On savait que vous étiez un remarquable distributeur, on ne savait pas que vous étiez un buteur. Vous marquez souvent des buts en Yougoslavie? U prvenstvu Jugoslavije dao sam 10-11 golova. Šampion Jugoslavije marka entre 10-12 buts par an. Ali ja se nadam da u ekipi Marseja ću imati više mogućnosti za postizanje golova i da će ih biti mnogo više. Avec l'OM, il est sûr qu'il va marquer encore plus. Et il est encore à l'origine, quelques minutes plus tard, ce bon Blaž, de la plus belle action du match. Elle part de lui, cette action. Elle va se terminer sur le pied gauche, évidemment, de François Brisson. Et il va y avoir, regardez bien, une reprise de volée de Alain Giresse, à l'endroit même où Jean-Michel Larquet avait marqué en finale de la Coupe contre Lens. Mais malheureusement pour Gigi, c'est dur les reprises de volée. Et là, c'est juste au-dessus. En fin de match, Papin tire sur la barre. Très grand match de l'Olympique de Marseille. Pour le Racing, c'est dur. Mais le capitaine, Max Bossis, ne baisse pas les bras. Le Racing connaîtra des jours meilleurs.
oui, on est très très déçus parce que par de là la défaite, il y a aussi le fait qu'on a fait un mauvais match. En plus, il y avait beaucoup de monde au stade et on se devait de réjouir un petit peu ce public. Je pense qu'on n'a pas vu un bon Racing, on a même vu un Racing très très mauvais. Et j'espère pour nous qu'on va vraiment s'améliorer parce que là on est mal parti. Ça tient à quoi alors que l'on ait vu un mauvais Racing comme vous dites? Je n'en sais rien. Je crois qu'aujourd'hui tout le monde était planté nerveusement, planté physiquement. On marchait sur la balle, personne n'osait se démarquer. Il va falloir absolument qu'on prenne confiance en nos moyens et qu'on réussisse à prendre quelques points justement pour avoir cette confiance qui nous manque actuellement. Avant de voir tous les buts de cette 4e journée, une petite pause avec une nouvelle rubrique, le bagage du footballeur, c'est-à-dire tous les coups du footballeur, la reprise de volée, le jeu de tête, les coups francs. Et on va entamer cette nouvelle rubrique avec Karl-Heinz Förster. Vous avez sans doute deviné quel est notre angle d'aujourd'hui. Donc le bagage du football avec un jeune acteur qui n'est pas claustrophobe, vous allez comprendre, il s'appelle Alexandre. On est riche à Téléfoot. On a les Bluebell, on a les acteurs, on a tout. Aujourd'hui, le tacle. Eh oui, aujourd'hui le tacle avec Förster, c'est l'un des grands spécialistes du tacle. Enfin, à sa manière, car chacun peut tacler comme bon lui semble, chacun a sa technique. Alors nous sommes allés le voir tranquillement à l'entraînement et nous avons mis cela au clair. Même si je ne parle pas allemand, enfin on s'est débrouillé. D'abord, comment Förster s'y prend-il lorsqu'il y a entre lui et le ballon un adversaire et qu'il arrive de face? S'y prend très bien d'ailleurs. Et pourtant ce n'est pas facile. Oh, ça ne me gêne pas dans la mesure où je ne suis pas obligé de contourner l'adversaire. J'ai un bon jaillissement, je crois. Alors je tacle toujours avec une jambe. Et puis alors, soit j'essaie d'être le premier sur le ballon, et si je laisse toucher le ballon à l'adversaire, je jaillis ensuite. C'est un choix. On le revoit toujours avec Francescoli. Semble un petit peu en retard, eh bien non. Et toujours du bout du pied et du pied droit. Nous y reviendrons. Voyons maintenant la suite avec Jean-Pierre Papin, le tacle de face. Vous allez voir que là, un moment pour ses appuis, il pourrait tacler avec la jambe gauche. Non, il pivote toujours la droite. C'est bizarre, toujours la droite. Il y en a qui taclent avec les deux pieds, droit ou gauche. Lui, c'est plutôt la droite. Oh bien écoutez, je suis droitier, donc je préfère utiliser la jambe droite. Et puis j'ai pris cette habitude depuis pas mal de temps, donc le plus souvent c'est la jambe droite. Maintenant, Förster ne se jette pas toujours inconsidérément, il aime bien temporiser. Oh, si l'adversaire a eu le temps de se retourner et qu'il n'y a pas danger de but, eh bien dans ces conditions, lorsque j'en ai la possibilité, je préfère temporiser, attendre vraiment le bon moment pour placer mon tacle. Et voilà qui est fait. Maintenant, le tacle de côté. Ah, ça fait mal. Elle était dure cette pelouse. Vous voyez, il semble avoir du retard. Il ne va pas plier sa jambe et tacler avec la gauche, mais non, toujours le tacle glissé sur la droite. Et puis, on constate qu'il a toujours l'œil rivé sur le ballon. C'est incroyable ça. Regarde pas l'adversaire, toujours le ballon. Pourquoi? Je préfère me concentrer sur le ballon car c'est plus important que le joueur. Et si je me concentrais sur le joueur, j'aurais tendance à être influencé par ses fans de corps. Toujours, il guette sa proie et il attend le moment opportun. Les félins. Tout dans le regard. On attend. Ouh, il va attaquer. Il va attaquer. Prend son temps. Vous voyez, il regarde bien le ballon, hein, il ne regarde pas en l'air. Ça y est. Il attaque. Les yeux bleus et toujours la jambe droite. Il attaque, les yeux bleus. Mais là, c'est la patte gauche. Je vous l'ai dit, chacun sa technique. Il est gaucher, mon chat. Et puis, il a l'art d'anticiper Förster. Là, c'est superbe, car on ne tacle pas toujours le joueur quand il a le ballon. Regardez par exemple lors d'OM Marseille sur Bellone. Förster à droite est beaucoup trop loin pour intervenir sur cette action. Il sait que Bell va anticiper quand même par rapport à son premier poteau, qu'il essaie de boucher l'angle de tir. Donc, il faut que Förster anticipe sur le centre en retrait. Regardez, c'est superbe, très difficile à réaliser. Il ne va pas directement sur Bellone. Voilà, il anticipe et il réussit à détourner ce ballon. Ça, c'est pas évident. Je pense que pour être un bon tacleur, il faut avoir de grosses qualités de concentration, il faut être mobile sur ses jambes, très souple, et il faut avoir le bon timing.
das Timing haben, pour tacler. wenn man das Tackling ansetzt, den Ball zu bekommen. Et ben voilà, c'est tout simple. En plus, il a toutes ses qualités, donc il est difficile de le passer, n'est-ce pas, Ali Ben Mabrouk? Voilà, c'est un style de Forster, ce genre de tacle. Il y a d'autres tacles, Thierry, on verra tout ça avec des Néerlandais, des Anglais qui taclent sur le côté, de face. Chacun a son style. Le principal, c'est d'avoir le ballon sans toucher l'adversaire. Et en plus, il ne commet pas de faute, ça c'est bien. Et en tout cas, je suis sûr que tous ceux qui jouent au football auront pris une très bonne leçon défensive de la part de Karl-Heinz Forster, la belle affaire de Michel Hidalgo et de Bernard Tapie. On va voir maintenant les autres buts de cette quatrième journée. C'était vendredi dernier, il n'y en a pas eu beaucoup, il n'y en a eu que 15. Ça c'est un peu inquiétant, on y reviendra. Ils ne font pas de bruit et pourtant ils sont toujours là, les Nantais, qui, encouragés par seulement 11 000 spectateurs, ont remporté une petite victoire face à Nancy. Un seul but marqué à 9 minutes de la fin par Patrice Garande. Un but qui permet à Nantes de garder le contact avec l'OM en tête du championnat. Lille-Rennes, un peu moins de 10 000 personnes, 2 cartons jaunes et le premier but du championnat pour les Lillois. Après 3 minutes de jeu seulement, il est marqué de la tête par Vandenberg. Rennes est mené 1-0. Jusqu'à la mi-temps, ce score ne changera pas, mais en deuxième période, les Lillois marquent 2 nouveaux buts. Le premier après 1 heure de jeu, reprise de Stéphane Planck et Lille mène par 2-0. Enfin, le dernier but est marqué à 12 minutes de la fin. Desmet prend tout le monde de vitesse et Lille bat Rennes 3-0. Beaucoup de monde à Nice pour la venue des Girondins de Bordeaux. Le score 0-0, mais beaucoup d'occasions. Les principales pour Nice, mais des tirs qui à chaque fois passent à côté. Et à l'arrivée, toujours pas de but encaissé par Dominique Dropsy et la défense des Girondins de Bordeaux. Metz-Le Havre, toujours beaucoup de monde à Metz, plus de 15 000 personnes et devant leur public, encore une large victoire pour les joueurs messins. Premier but marqué après 25 minutes de jeu, centre de Lopez. Reprise de Black et Le Havre est mené 1-0. Il s'agit déjà du 3e but pour cet avant-centre écossais, mais en deuxième période, c'est un autre attaquant qui se met en valeur, une de Michiche Markov. De nouveau Michiche, il marque et 2-0 pour Metz après 1 heure de jeu. Carmelo Michiche, on le retrouve 5 minutes plus tard, il marque lui aussi son 3e but de la saison à la suite d'un centre de Black et Metz bat Le Havre 3-0. Encore un résultat nul, 0-0 entre Toulon et Sochaux et une avalanche de cartons, 4 jaunes et surtout un rouge pour le Toulonnais Bernard Casoni, expulsé à 5 minutes de la fin sur cet accrochage pas très évident avec le Sochalien Pelletier. Une rencontre très heurtée où M. Rideau a refusé un but au Toulonnais Mendy dans les toutes dernières minutes, ce qui explique son entrée au vestiaire plutôt mouvementée. Auxerre-Monaco, environ 10 000 personnes et 3e match nul pour les joueurs de Giroud qui marquent les premiers. 10 minutes de jeu, coup franc de Bursa et Auxerre mène 1-0. Sur un autre coup franc, Bellone aurait pu égaliser, mais bon arrêt de Martini. 1-0 donc pour Auxerre à la mi-temps. Mais à la suite de ce corner, une tête de Busque qu'il reprend lui-même après un dégagement de Martini. Auxerre et Monaco font match nul, 1 but partout. Et pour terminer, la surprise de cette 4e journée, devant 16 000 Bretons venus voir leur leader, Lens a décroché sa première victoire de la saison. Le tournant du match à la 54e minute, un tir de Julio César repoussé par Huard dans les pieds de Martini qui trouve le poteau. Coup franc de Ramos, une grosse erreur de la défense brestoise et c'est Oudjani qui ouvre la marque. On joue alors depuis 80 minutes. 2 minutes plus tard, sur un corner de Venancio Ramos, dévié de la tête par Oudjani, De Wilder inscrit le 2e but lensois. Et ce n'est pas fini, puisqu'à 1 minute de la fin, sur une nouvelle accélération de Venancio Ramos,
William Jolea, tout seul au deuxième poteau, trompe pour la troisième fois Chalery. Pour Brest, la messe est dite et le pénalty obtenu à la toute dernière seconde pour une faute de main de Kravzik dans la surface ne change rien, même si Julio César le transforme en force et Lens l'emporte 3-1 à Brest. Il y aura une seule journée la semaine prochaine puisqu'il y a France-Suisse. Voici le classement, 2 seulement en tête maintenant. Marseille et Nantes, mais enfin il y a du beau monde pas trop loin, pas seulement 4 journées évidemment, il est difficile de faire le trou. Voyons dans la deuxième partie du classement maintenant évidemment. Ça se complique déjà pour Monaco, c'est vrai qu'il a disputé déjà 3 matchs sur 4 à l'extérieur. Le Racing Club de Paris, Le Havre et Nancy lors de la prochaine journée, ce serait mieux de l'emporter. Deuxième division, dans le groupe A, ça ne va pas fort pour les grands venus d'Alsace, c'est-à-dire Strasbourg et Mulhouse. Mais là encore, aucun des deux clubs n'ayant gagné, on n'en est qu'à la deuxième journée. Il faut se ressaisir d'urgence du côté de chez Piasecki et du côté de chez Raymond Domenech. Dans le groupe B, Cannes qui recevra Lyon la semaine prochaine. Ce sera le match au sommet. Cannes compte 4 points. Les buts ont été marqués par Sanchez et par Albert Raymond. La semaine prochaine, sur les bords de la Méditerranée, un match au sommet donc entre Cannes et Lyon. Première place en jeu. Et dites-moi Didier, quel est le but de la semaine que vous avez choisi cette semaine? On a fait un choix parce qu'il y en avait tellement. Oui, il y en avait pas mal. Avec 2 journées de championnat, c'est quand même difficile. Solange Peter tenait absolument à ce qu'on mette le but de Monaco de la 4e journée contre Auxerre. C'est vrai qu'il était beau ce but Busque, qui on parlait justement de tacle, qui se jette sur ce ballon et qui marque en taclant dans une forêt de jambes. Mais enfin, on s'est consulté ensemble, Yves Cufermin, Frédéric Jaillant, Martin, tout ça. Et puis vous aussi Thierry, vous le savez. Oui, mais alors lequel vous avez choisi finalement? Lequel on a choisi